Donc, nous reprenons le rapport 102. Odile, s'il vous plaît. C'est bon. Merci, Présidente. Avant de présenter le budget enfance-famille, je vais commencer par des remerciements. Je tiens à remercier le directeur général adjoint en charge des solidarités. Il n'est pas là, mais tant pis. Vous lui transmettez. Il arrive. Alors, Bernard Rache, qui a assuré la direction enfance-famille jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur. Je tiens bien sûr à remercier ce nouveau directeur, Frédéric Parra, qui est chargé depuis août de cette tâche difficile, mais combien indispensable et passionnante en direction des enfants et des familles du Doubs. Merci pour leur investissement, pour leur disponibilité. Je vais aussi remercier tous les agents des services départementaux du services sociaux du département, à quelques postes qu'ils occupent, pour le travail remarquable qu'ils accomplissent. Et merci aussi à mes collègues de la Commission 1, la première vice-présidente, mais aussi les collègues de la majorité et de l'opposition. Le budget enfance-famille est un budget de 50 900 000 €, avec une prévision de 2% d'augmentation pour l'année 2017. Et on va voir pourquoi cette augmentation. Le secteur de l'enfance et de la famille est fortement impacté par le contexte économique et fragilise, isole les familles et impacte aussi la vie, la qualité de vie et le développement des enfants. Le nombre global des enfants accueillis au titre de la protection de l'enfance, recensé chaque fin de mois sur l'année 2016, n'évolue pas beaucoup de manière significative, mais c'est le flux des mineurs qui sont accueillis qui est en forte progression. Ainsi, sur les 12 derniers mois glissants, ce nombre est passé de 1454 à 1525, soit une augmentation de 71 enfants. Les trois pôles connaissent une suractivité permanente. Les suivis par travailleurs médico-sociaux vont de 31,85 jeunes à 34 jeunes. L'antenne enfance-ado enregistre une augmentation continue des informations préoccupantes et de nouveaux phénomènes se développent comme la radicalisation de certains jeunes. Cette évolution, elle est confirmée par les magistrats qui constatent une dégradation des situations des enfants et des familles et une augmentation des saisines judiciaires. La montée en puissance de l'arrivée des MNA, mineurs non accompagnés, s'est opérée dans un contexte déjà de saturation des lieux d'accueil pour les enfants en protection. Cette problématique, qui date surtout de 2013, elle impacte bien sûr tous les départements. Aux différents stades de la montée en puissance du phénomène, le cadre juridique est constamment venu réaffirmer la mission d'accueil et d'accompagnement qui revient au département pour ces jeunes au titre de l'aide sociale à l'enfance et de la protection des mineurs privés de référence familiale. Cette réalité occupe régulièrement les débats, aussi bien chez nous au département, mais aussi entre l'ADF et les autorités gouvernementales à propos de la répartition des charges que cela implique. La mission du département consiste à accueillir tout jeune qui se déclare mineur isolé. Il faut le mettre à l'abri, évaluer sa situation au regard de sa minorité et de l'isolement. Cette opération se déroule sur une durée de 5 à 18 jours. Seuls les 5 premiers jours sont indemnisés par l'État pour 250 € par jour. Ensuite, les jeunes sont soit déclarés majeurs ou alors ils sont accueillis en protection à l'appui d'une ordonnance du parquet et à l'issue d'une procédure de régularisation des effectifs par département effectuée par une cellule nationale dépendant du ministère de la Justice, avec des coefficients selon les départements. Vous avez certainement déjà entendu parler d'une clé de répartition assez complexe. Alors, le nombre de MNA que nous avons en août 2016 était de 163 contre 135 en août 2015, c'est-à-dire qu'il y en avait 28 de plus que l'année dernière. Alors, depuis juin 2013, la mission d'évaluation est confiée à l'antenne enfance-ado, qui est dirigée par Madame de Cavel, qui, avec son équipe, travaille en lien avec les travailleurs sociaux du pôle ASE. Je les remercie tous pour le travail qui est fait, car lorsqu'arrive un ou plusieurs jeunes
comme c'est le cas souvent, il faut tout de suite trouver à les héberger, à les nourrir, à les soigner, parce qu'ils arrivent quelquefois dans de tristes conditions, à les vêtir, ce qui demande de la disponibilité, de la réactivité, sachant que les parcours difficiles de ces jeunes sont durs, ils ne l'expriment pas très bien, et puis parfois ils ne parlent pas la langue. Alors, en plus des dispositifs habituels pour les enfants en internat, en centre éducatif, en MEX ou chez les assistants familiaux, le département a expérimenté une prise en charge spécifique dont on a déjà parlé, c'est-à-dire c'est les dispositifs d'accueil mis en œuvre par 2 associations avec lesquelles on travaille, la DDSEA et l'hygiène sociale de Franche-Comté. Ces dispositifs, on les appelait les DAMI, maintenant je crois qu'ils s'appellent plutôt les DAMNA, c'est pas très facile à prononcer. Ils offrent 60 places. Nous avions ouvert 12 places en 2016. Les prestataires offrent des solutions d'accompagnement modulées en fonction du degré d'autonomie des jeunes. Et depuis cette année, depuis 2016, le Centre départemental de l'enfance et de la famille intervient aussi pour l'accueil avec au départ 10 places. Alors, les enjeux de la mission enfance-famille sont importants, non seulement pour ces MNA, mais aussi pour tous les enfants qui nous sont confiés. Dans notre projet CAP25, le département a fait le choix de repenser les modalités de réponse à apporter aux besoins des enfants, tout en réaffirmant les principes de transversalité et de territoire pertinent comme clé de voûte de l'action enfance-famille. Donc je vais vous expliquer rapidement l'évolution des dispositifs d'accueil avec des moyens nouveaux, puisqu'ils sont nécessaires. Donc les moyens pour l'ASE. Au regard du surcroît réel et permanent de l'activité des services de l'ASE, il est proposé de renforcer les équipes de 6 postes, 2 personnels éducatifs, 2 psychologues et 2 personnels administratifs, et d'engager un travail de fond avec les responsables de pôle ASE et les équipes afin de faire évoluer les pratiques, notamment sur la diversification des modes d'accueil. Le deuxième point, c'est la stabilisation du dispositif du CDEF. Donc, il est proposé de dissocier le dispositif expérimental d'accueil du CDEF pour lui redonner sa capacité d'accueil d'urgence. Les capacités d'accueil des MNA en phase d'évaluation et le cas échéant dans l'attente de leur prise en charge par l'ASE sont portées à 12 places, avec confirmation de 2 postes éducatifs contractuels et d'un demi-poste de maîtresse de maison et de 3 places d'accueil en famille. L'ensemble du projet a bien sûr un impact financier pour le CDEF et une partie de la somme qui sera nécessaire se retrouvera dans le budget annexe du CDEF qui fait l'objet d'un rapport spécial, le rapport 105 que je présenterai tout à l'heure, et l'autre partie au budget de la délégation enfance-famille au titre de la rémunération des assistants familiaux. La diversification des accueils pour les MNA doit avoir pour effet de diminuer, voire de supprimer l'hébergement à l'hôtel, qui n'est pas satisfaisant ni sur le plan financier, il coûte plus cher parce que non seulement il y a au moins 92,40 € pour une journée d'hébergement, mais ça ne prend pas en compte l'accompagnement éducatif, et puis ça n'est pas satisfaisant non plus sur le plan humain que de mettre des jeunes qui arrivent dans des chambres d'hôtel. Il faut trouver d'autres solutions. Alors, la troisième proposition, c'est un recentrage des missions de l'antenne enfance-ado en améliorant ses conditions de fonctionnement. Les services, on cherche des locaux, ce n'est pas très facile, mais il faut absolument trouver à reloger l'antenne enfance-ado. On ne peut pas la laisser continuer à travailler dans ces conditions. Et puis, au niveau aussi des effectifs, il faudrait arriver à raccourcir les délais de l'évaluation de la majorité ou de la minorité des MNA. Alors, pour l'ensemble des enfants sous protection, il faut également mener une réflexion globale sur les pratiques. Et la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance nous fixe des objectifs de bâtir un projet pour l'enfant, de diversifier les parcours, d'améliorer la gouvernance de la protection de l'enfance.
Ces dispositions doivent permettre à moyens contenus d'améliorer de façon significative les conditions de la protection de l'enfance et avec la maîtrise des dépenses, notre défi est de trouver des solutions nouvelles d'hébergement. Alors, tous ces éléments se retrouvent dans le dossier du budget que vous avez reçu et que je vais présenter avec les chiffres, puisque c'est un budget primitif, il y a un certain nombre de chiffres. Si je prends le tableau 2 de la page du dossier, sur le tableau récapitulatif général, vous avez en dépenses, surtout bien sûr des dépenses de fonctionnement. Mais une seule en investissement, vous avez une ligne de 113 000 € au niveau de la protection de l'enfant qui correspond aux besoins logistiques du CDEF. Ça correspond à des sommes pour les véhicules, matériels ou mobiliers. Les autres lignes correspondent toutes à des dépenses de fonctionnement et le total des dépenses s'élève à 51 46 554 000 euros, soit donc cette augmentation de 2% en hausse. En recettes, quand on prend le même tableau, en recettes, nous n'avons pas du tout d'investissement, seulement du fonctionnement, avec en fonctionnement des recettes de fonctionnement de 708 000 € qui correspond pour les recettes au remboursement de l'État des 5 jours qui sont pris en charge pour les MNA et puis également à des recouvrements sur d'autres départements quand par exemple nos services accueillent des enfants d'un autre département. En PMI, les 87 000 € correspondent aussi à des remboursements de l'assurance maladie, des actions de planification, des consultations pour les nourrissons ou des entretiens prénatals précoces. Alors, dans le dossier complet, 3 parties. Vous avez la première partie s'appelle Gouvernance et stratégie. Gouvernance et stratégie, donc c'est un poste qui est en augmentation en raison à la fois des objectifs de CAP 25, mais aussi en raison de l'application de la loi de mars 2016. Le poste demande une somme de 50 500 € pour 4 points, l'élaboration d'un nouveau schéma départemental de protection de l'enfance et en lien avec l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, le renforcement du rôle de l'antenne enfance-ado et sa fonction de pivot avec la justice. On vous indique aussi dans cette partie-là la fixation d'un taux directeur global de 0,5% en 2017, c'était le même taux en 2016, pour la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux de manière à encadrer la dépense. Et puis une somme, la dernière partie, une somme de 2 000 € qui permet au département du Doubs d'attribuer une prime à des mères de famille qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille et qui n'entrent pas dans les critères de la CAF, donc qui n'ont pas de prime de la part de la CAF. Le deuxième poste, c'est le poste de la protection de l'enfance. 49 959 484 € en dépenses et 621 000 € en recettes. Alors, les dépenses correspondent aux actions de prévention et de soutien aux familles en difficulté pour un peu plus de 9 millions. Ça correspond à 4 grandes actions. L'aide aux familles en difficulté avec, par exemple, les allocations d'urgence, notamment pour les familles monoparentales, les accueils de prévention. On peut citer par exemple le relais parental de Besançon dont les locaux ont été rénovés, inaugurés le 8 novembre dernièrement et qui accueille sur des temps courts des enfants de parents isolés socialement, ou alors l'accueil des femmes enceintes et mères isolées au Roseau. Il y a eu aussi une inauguration des locaux il n'y a pas très longtemps. Et toutes ces actions, ou alors les travailleuses familiales qui accompagnent les familles et les actions éducatives en milieu ouvert.
Toutes ces actions, elles sont dans notre projet. C'est l'accompagnement des familles et une somme de plus de 5 millions est inscrite au budget pour ces accueils de prévention. La deuxième action, c'est la prévention spécialisée pour les jeunes et en particulier les mineurs pour la lutte contre l'absentéisme scolaire, également la lutte contre les risques de radicalisation. Alors, la loi de mars 2016 renforce la collaboration entre les chefs des établissements scolaires et les services départementaux. La prévention spécialisée, c'est une somme de 2 293 802 € et nous travaillons pour cela avec la DDSEA. La dernière action, pour une somme de 550 000 € pour les associations qui développent du soutien à la parentalité. C'est aussi un objectif qui est inscrit dans notre projet départemental et qui est important. Madame Jacquemet a parlé du schéma départemental des services aux familles du Doubs. Et dans ce schéma, on parle justement de l'importance des actions de prévention et de parentalité. Alors, la protection de l'enfant, c'est aussi la prise en charge de tous les enfants confiés au département. J'ai déjà pas mal développé le sujet en préambule avant les chiffres. C'est pour nous un chantier prioritaire, un chantier stratégique qui permettra à terme de poser les bases d'une organisation globale plus efficiente. Nous devons inscrire pour cette protection de l'enfance des crédits de plus de 40 millions d'euros. Alors, le dernier point, pour le placement, alors c'est à la fois donc pour le placement familial chez les assistants familiaux, pour les services de placement de la Croix-Rouge ou de la Vie au Grand Air, pour toutes les structures collectives. Et dans cette somme-là, il y a le budget qu'on alloue au CDEF ou pour d'autres établissements. Le dernier point du dossier, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile. Le budget est de 923 570 € en dépenses et de 87 000 € en recettes. Les recettes, ça correspond à des remboursements, surtout de la caisse primaire, la caisse maladie. Alors, les dépenses correspondent à des actions de planification qui permettent le fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale du Doubs et du centre d'information et de consultation sur la sexualité, le CICS. La PMI va poursuivre des informations collectives en établissement scolaire en priorisant les territoires REP au nom de 9 dans le Doubs. Les actions qui sont proposées par la PMI en plus sont inscrites à la page 9. Ce sont des actions sans incidence financière. C'est par exemple l'entretien prénatal précoce proposé systématiquement par les sages-femmes pour améliorer la prévention. C'est des travaux du groupe de travail sur des propositions innovantes en matière de soutien à la parentalité pour les jeunes femmes enceintes ou les jeunes mères isolées. Donc vous avez le détail dans les pages du rapport. Alors la prévention, toujours dans la PMI, la prévention de la santé de la mère et de l'enfant de 0 à 6 ans, avec des consultations infantiles, des actions de prévention, avec par exemple l'action Coxinote, qui s'occupe des troubles du langage, une détection des troubles du langage, et puis le financement du CAMS, qui repère les enfants à risque de handicap et qui participe au 3e plan autisme. Et pour finir, la formation des assistants maternels, les aides aux établissements d'accueil des jeunes enfants, avec le souci que nous avons inscrit dans CAP 25 de développer des accueils spécifiques pour les enfants présentant un handicap ou une maladie chronique. Donc pour la PMI, le tableau, tous les chiffres sont repris dans la page 13 de votre dossier. Donc j'en arrive au projet de délibération. Nous sommes invités à nous prononcer pour décider l'inscription au budget primitif 2017 des crédits que vous avez dans les tableaux, pages 11, 12 et 13.
a également fixé pour l'année 2017 l'évolution des dépenses budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux des différents secteurs de l'enfance, mais aussi personnes âgées, mais ce n'est pas trop dans ce dossier-là. Ça a été repris pour tous les établissements avec un taux global annuel fixé à 0,5%. Et puis, on autorise Madame la Présidente à signer tous les marchés, conventions et documents qui correspondent à l'utilisation des crédits sollicités. Merci. Merci Odile pour cette belle présentation de rapport, ô combien important là aussi. Je vais donner la parole à Magali Duvernois. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a quelques instants, vous parliez de nous retrouver autour de valeurs et notamment autour de valeurs républicaines. Donc effectivement, ce rapport 102 est l'occasion pour nous de nous retrouver autour de ces valeurs qui fondent en fait la République française. Effectivement, nous remercions Odile Fèvre-Petitjean pour ce rapport et le caractère humain qu'elle a donné à ce rapport, car effectivement, il s'agit d'enfants, pour la majeure partie au niveau de ce rapport, et notamment on parle de ces 71 mineurs non accompagnés supplémentaires que le département a à prendre en charge. Et donc, nous nous félicitons, Madame la Présidente, d'appartenir à une structure, à une collectivité qui prend ses responsabilités vis-à-vis de ces jeunes. Effectivement, je rappellerai simplement qu'au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant signée en 1989, l'article 6 stipulait « Les États parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant ». Et je pense qu'ici, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc effectivement, le département, vous, majorité, vous ne vous laissez pas entraîner par les sirènes de l'extrême droite ou de la droite extrême qui visent à stigmatiser ces populations. Et les jours qui ont précédé, nous avons tous assisté à l'horreur qui se passe à Alep, et notamment avec ces civils, ces enfants qui sont dans une situation d'extrême urgence. Et il est important pour nous, je pense ici, de réaffirmer ces valeurs républicaines. D'autant plus important car je pense que pour vous, ce n'est pas si simple, puisque au niveau de votre majorité, certains membres n'ont pas l'air tout à fait d'accord avec nous, puisque face à une motion du FN présentée dans une autre collectivité, certains membres de cette collectivité se sont enfuis pour ne pas avoir à faire face à cette motion et à ne pas prendre leurs responsabilités. Donc nous voulons réaffirmer que nous sommes fiers de nos valeurs républicaines, nous sommes fiers que le département du Doubs porte ces valeurs humanistes de la France et nous faisons front commun avec vous pour ce dossier et nous voterons pour. Vous avez bien compris que je n'ai pas répondu ce matin à la mini-provocation de Martine Voidet concernant les enfants et les migrants, puisque les rapports portent acte de ce que nous faisons au département. Et je ne veux pas faire le débat ici d'une autre collectivité. Ici, nous sommes au conseil départemental. Chacun prend les positions qui sont les siennes. Après, quant aux manifestations des uns et des autres dans d'autres assemblées, nous y sommes habitués de part et d'autre, reconnaissez-le. Donc chacun, dans ses agglomérations respectives, joue son rôle d'opposition. Donc ici, c'est le conseil départemental avec un rapport qui est ô combien important et que nous portons avec fierté par rapport au domaine de l'enfance. Vous savez que vous sont proposés des postes complémentaires pour assumer toute cette délégation qui est la nôtre. Je l'affirme ici, c'est une priorité du département. Je ne vois pas d'autres prises de parole. Je vous propose de mettre le rapport aux voix et j'aurais cru comprendre qu'il se passera à l'unanimité. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. L'unanimité, je vous remercie. Et merci pour la qualité du travail effectué à nouveau dans cette première commission avec les différents domaines d'intervention. Je crois qu'on peut se féliciter du travail actif qui est l'émanation même de notre projet CAP 25, solidarité humaine et territoriale. Je passe la parole pour le rapport suivant à Madame Chavet.
Merci Madame la Présidente. Agir pour l'emploi constitue un objectif majeur de notre collectivité. À travers CAP25, nous souhaitons continuer, construire un accompagnement social qui permette avant tout le retour à l'emploi. À travers le PDI, qui sera décliné en PTI à partir de 2017, sur lequel nous allons bien entendu travailler, et qui répondra aux besoins de chacun des bassins de notre territoire. Les allocataires du RSA, ces plans répondront à l'accompagnement des allocataires du RSA et les rendra actifs de leur parcours à travers leur engagement dans les CER et leur systématisation, avec la création aussi d'un GIP qui vise la coordination des partenaires au service de l'emploi. Dans ce GIP, le département sera l'animateur en sera le département, seront présents bien entendu la région, les entreprises. Son objectif sera d'anticiper les besoins de demain, voire définir les besoins de formation et ainsi définir les besoins de formation pour permettre à des jeunes, à des personnes de pouvoir accéder à un emploi. Le juste accès aux droits. Vous en avez parlé ce matin et moi je suis toujours surprise par le fait que vous voyez dans le juste accès aux droits uniquement le contrôle du RSA. Or non, le juste accès aux droits, ce n'est pas ça. C'est aussi le fait de permettre à des gens de ne pas rentrer dans dans la spirale infernale de l'indu RSA. À partir du moment où on arrive dans un indu, il devient difficile pour les personnes qui sont allocataires de rembourser cet indu, et c'est aussi ce à quoi vise le juste accès aux droits. Nous souhaitons donc renforcer le travail le partenariat et le travail que nous faisons avec la CAF, que nous avons initié avec la CAF pour limiter ces indus. Rentrer dans une information systématique des allocataires pour aussi éviter ces indus. Et donc maintenant, je vais passer au budget. Pour 2017, il a été prévu 70,5 millions pour la dépense du RSA. En effet, nous avons une stabilisation de la dépense du RSA au cours de l'année 2016 et une revalorisation réglementaire qui est à prévoir au mois d'avril et au mois de septembre. Nous avons prévu 10 000 € pour le RMI. Concernant le juste accès aux droits, les dépenses prévues sont de 99 000 €, correspondant à des admissions en non-valeur des indus. Les recettes seraient de 416 000 € qui recouvrent en grande partie des indus RSA et RMI pour 25 000. Au niveau de l'emploi et de l'insertion professionnelle, nous avons prévu 1 421 000 pour les structures d'insertion par l'activité économique, qui sont réparties de la façon suivante. 1 11 000 pour les ateliers, les chantiers d'insertion, 120 000 pour les associations intermédiaires, 200 000 pour les entreprises d'insertion, 40 000 pour profession sport loisirs et 50 000 pour la maison des services. Nous avons inscrit pour le Fonds social européen 2 200 000 en dépenses. Et pour les vélogardes, une autre dépense pour 5 000 €. Au niveau de recettes, nous avons inscrit 15 000 en emploi aidé et 2 426 588 pour le Fonds social européen. Concernant la connexion insertion mode économique marchand, il est inscrit pour les CIE 250 000
Et pour l'accompagnement des travailleurs indépendants RSA, 200 000. Concernant la lutte, l'accompagnement, excusez-moi, j'ai oublié l'accompagnement, non, excusez-moi. Concernant la prévention de l'entrée dans le RSA, nous avons prévu une dépense de 73 000 qui correspond au financement des 3 missions locales présentes sur notre territoire, Besançon, Montbéliard et Pontarlier, ainsi que le financement d'actions de l'ASEA Nord-Franche-Comté ainsi que l'ADDSEA. Pour les modalités d'accompagnement des personnes en insertion, les pactes territoriaux d'insertion seront financés pour 60 000 €. Toutes les actions santé pour éviter certaines addictions, par exemple, sont prévues pour un montant de 208 000 €. Le handicap pour 25 000 €. L'insertion professionnelle, 4 000 €, l'insertion socio-professionnelle, 10 000 €, la mobilité, 50 000 € et enfin le FDAGE pour 200 000 €. Voilà le budget concernant l'insertion pour l'année 2017. Merci Virginie. Claude Dallaval. Merci Madame la Présidente. Comme le rapport concernant l'autonomie, nous approuvons votre politique en faveur de l'insertion qui là aussi prolonge ce que nous avions pu mettre en œuvre. En témoigne par exemple ce qu'on va retrouver dans des rapports ponctuels, entre autres déjà dans le 110, le renouvellement de la convention avec Pôle emploi en faveur de l'accompagnement global qui, faut-il le rappeler, a été expérimenté dans le Doubs avant d'être généralisé au niveau national. Des améliorations sont apportées, c'est normal. Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années de fonctionnement, il est logique qu'on améliore. Et dans le rapport 109, la poursuite du soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, tout en adaptant les critères d'attribution. Deux nouveautés sont proposées, la création d'un GIP, on en a déjà parlé ce matin, réunissant tous les partenaires, chambres consulaires, entreprises, régions, États, etc., au service de l'emploi. Nous soutenons cette démarche, considérant que toutes les pistes doivent être explorées pour favoriser le retour à l'emploi. La mise en place d'amendes administratives dès le 1er janvier 2017, niveau de sanctions intermédiaires en cas de fraude entre l'avertissement et le dépôt de plainte. Les modalités sont aussi exposées dans le rapport spécifique 108. Je dois dire tout de même qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on a l'impression des fois qu'on entend certaines personnes. Pour ne pas citer, j'ai entendu Ludovic Fago ce matin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de fraudeurs. Mais quand on reprend les chiffres, sur 12 000 allocataires, sur l'année 2016, c'est à peu près, j'arrondis, c'est à peu près 300 dossiers qui ont été vus. Et sur ces 300 dossiers, c'est 111 qui ont été pénalisés. Ce qui veut dire que ça fait à peine 1%. Donc il faut bien faire attention par rapport à tout ce qu'on emploie. Donc ce rapport reste très mesuré et surtout pas stigmatisant. Vous n'en faites pas un marqueur politique en déclarant la chasse aux fraudeurs, comme certains départements. L'intitulé en témoigne. Juste accès aux droits, dont Virginie nous a rappelé tout à l'heure la définition. Lorsque d'autres, comme la Côte d'Or, écrivent « lutte contre la fraude sociale ». Nous ne sommes pas que dans la sémantique, mais bien sûr sur la notion de droit et de devoir. Vous prenez par ailleurs toutes les précautions nécessaires en insistant sur le travail collectif et partenarial avec la CAF et avec l'équipe pluridisciplinaire. Comme vous le pensez, nous allons vanter ce rapport sans problème. Vous voyez comme nous pouvons nous retrouver avec des améliorations sur des sujets qui étaient abordés et ô combien importants dans ce département. Je crois que l'intérêt pour tous, c'est d'avoir le moins de personnes comptabilisées au niveau du RSA. Ça veut dire que les personnes auront retrouvé un emploi, auront retrouvé une dignité, seront sur pied avec une perspective d'avenir et d'espérance. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Par contre, je ne pense pas que nous ayons stigmatisé, et tu l'as bien dit Claude, par rapport au nombre des amendes administratives et de la fraude, mais il est important là aussi que nous puissions marquer dans les cas où il convient
ce que fait la collectivité. Voilà, nous sommes dans le juste droit, celui qui a recours au RSA parce qu'il est dans le système. Eh bien, écoutez, avant d'essayer de l'empêcher d'entrer dans ce système-là, il a la rémunération en adéquation et en restant le moins possible. C'est pour ça que nous souhaitons créer ce GIP et nous allons, je vous le dis, et là je fais un clin d'œil à notre ami Frédéric Barbier qui me demande de temps en temps comment nous travaillons avec les autres départements. Je rappelle que concernant ce sujet au niveau du GIP, il y a une expérimentation qui est faite en Haute-Saône. Donc vous voyez, il n'y a pas d'œillère, il n'y a pas on échange, on travaille et c'est des domaines sur lesquels nous pourrons nous inscrire en partie ou toutes en fonction de ce qui se passera demain, avec un retour d'expérimentation d'une année pour eux et pour nous, donc la possibilité de recadrer complètement notre intervention et notre facilité de mettre en place ce GIP. Voilà. C'est un dossier qui est très très important. Moins nous aurons de personnes au RSA, plus le département aura une activité forte. On le voit, il y a quand même un frémissement, je le dis parce que je n'ose pas parler de redynamique complète, même si nous pouvons lire de part et d'autre ce qui se passe dans le secteur de l'automobile, et c'est très bien. Moi, j'ai été informée par le groupe PSA donc, de la création de 170 emplois donc en CDI, avec certes une partie, une centaine sur du CDI, donc pardonnez-moi, d'intérim, voilà, merci Martine, et 70 donc par le groupe PSA. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu une annonce telle que celle-ci, en tout cas sur le Nord-Franche-Comté, et je crois qu'on peut que s'en réjouir quand le groupe marche, au-delà de l'ensemble de nos petites et moyennes entreprises qui sont très importantes sur le département. Nous avons les sous-traitants qui suivent et nous avons quand même le poumon qui commence un peu à ventiler. Ça n'a pas été le cas pendant très longtemps et on peut vraiment se féliciter. Et au-delà de nos compétences qui ne portent plus sur l'économie, mais comme nous avons échangé ce matin, nous pouvons apporter l'économie à travers nos propres compétences. Il nous faut être très vigilants et je me réjouis en tout cas de votre participation sur ce rapport-là. Sur le thème de l'emploi, nous ne pouvons que nous retrouver, même si nous avons des différences à certains moments. Il faut bien entendu bien marquer le fait que les ayants droit, oui, mais pas au-delà, et que chacun prenne ses responsabilités. Quand c'est le domaine de l'État, c'est l'État qui prend ses responsabilités. Quand c'est le département, et nous assumons pleinement nos décisions. Pas de demande de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. L'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant avec le rapport 104 développement social. Madame Jacquemet. Alors, le développement social, pour lequel nous budgétisons 1 300 000 €. Alors, il s'agit de cette stratégie de développement social qui conjugue deux axes. Le premier, c'est la gouvernance de l'action sociale, avec un objectif général qui est de mieux agir ensemble dans une approche décloisonnée des problèmes. Il s'agit de mobiliser de manière concertée et coordonnée tant en interne qu'avec l'ensemble de nos partenaires. Et pour cela, dans CAP 25, deux leviers sont plus spécifiquement identifiés. Ce sont les comités locaux d'action pour la cohésion sociale et l'emploi, les CLACS, qui vont voir le jour en 2017. Et la révision du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, le SDOSM, qui a une dimension transversale qui intègre l'ensemble des volets des politiques publiques, aussi bien le vieillissement, le handicap, l'enfance, mais aussi l'insertion, avec des programmes plus spécifiques pour l'insertion, le PDI, et pour le logement, le PDA-LHPD, qui est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
Alors pour ces éléments-là, le budget est prévu à hauteur de 46 800 €. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement des personnes qui se fait en interaction avec l'accès aux droits. On a déjà parlé, l'accompagnement, mais aussi les droits. Donc les pratiques d'accompagnement sont assurées par nos équipes sociales et médico-sociales sur l'ensemble du territoire. Et donc CAP 25 prévoit différentes actions dans divers champs. Tout d'abord, le budget global est de 219 000 € qui est décomposé sur différentes actions. CAP 25 prévoit la mise en œuvre d'une cellule vulnérabilité qui est une interface avec les parquets et qui devra formaliser l'articulation entre les dispositifs contractuels relevant du département, les MASP, vous savez, sur les mesures d'accompagnement social personnalisées, et ceux à caractère judiciaire qui sont les MAJ, les mesures d'accompagnement judiciaire et aussi les tutelles. Alors les MAST font partie des réponses qui sont mobilisées dans la démarche Accompagner pour habiter. C'est une nouvelle façon de coopérer avec les bailleurs sociaux qui vise à prendre en compte l'ensemble des problématiques sociales des familles, pas uniquement le problème logement, mais tout ce qui tourne autour, aussi bien les problèmes de santé que d'emploi, que de famille, que d'enfants, de garde d'enfants, etc. C'est l'association Solia qui assure la fonction comptable de la délégation de gestion des prestations liées au MASP. Et pour ça, ce sont 70 000 € qui sont sollicités. Pour les mesures d'accompagnement judiciaires, les départements financent l'ensemble des mesures de protection judiciaire à hauteur de 0,3%, ce qui nécessite une inscription à hauteur de 12 000 €. Le deuxième point, la deuxième action prévue dans CAP 25, dans ce champ donc, de la prévention et de la protection des personnes, nous allons prendre en compte et définir une stratégie adaptée sur la problématique de la souffrance psychique. Alors, il s'agit là de prendre en compte la souffrance psychique, non seulement des personnes qui sont en difficulté, mais également celles de nos travailleurs sociaux qui sont souvent en première ligne par rapport aux comportements agressifs auxquels ils peuvent être confrontés. Alors, l'ARS a développé des plateformes de santé mentale et la loi prévoit également la mise en place de conseils locaux de santé mentale au niveau des communes et des intercommunalités. Donc, le département, comme je vous disais, les services sont souvent en première ligne pour ça, va travailler à l'élaboration de réponses adaptées en termes de parcours et d'accompagnement. Le troisième point, c'est la mise en place ou plutôt continuer à mettre en place des groupes d'analyse de la pratique, les GAP, qui permet d'aider les accompagnants à remplir leur mission. C'est un lieu d'expression et de travail sur les pratiques professionnelles. Tous ces dispositifs nécessitent 11 000 € de budget. La régie d'avance d'intervention éducative a pour objet de faciliter les interventions sociales en direction des enfants en accompagnement éducatif à domicile. Il s'agit de financer des actions support, des interventions éducatives pour des crédits à hauteur de 6 000 €. Et enfin, l'interprétariat, on a beaucoup parlé des mineurs non accompagnés, nécessite une augmentation d'accompagnement de ces publics migrants et on vous demande une inscription de crédit à hauteur de 21 000 €. Le développement de l'accompagnement social, là aussi, CAP 25 a pour objectif de renforcer la cohérence des actions, la dynamique mise en œuvre dans le cadre d'Accompagner pour Habitat, simplifie et renouvelle la logique d'accompagnement. Donc, ce travail d'accompagnement est assuré notamment par les CCAS ou les SIAS. Ce sont à peu près 800 allocataires, notamment des personnes isolées sans enfants, qui sont orientées vers les CCAS et les partenaires identifiés.
pour 2017. Et dans une période transitoire, donc avant la mise en place des CLACS dont je vous parlais tout à l'heure, les règles de financement des CCAS porteront sur un paiement en fonction des accompagnements réellement effectués. Je vous le disais dans mon propos introductif, la règle du forfait est dorénavant abandonnée et les CCAS bénéficieront de 260 € par dossier traité. Alors, ils ont bien sûr été prévenus dans le cadre de rencontres qui ont eu lieu depuis le mois de septembre pour l'évolution de cette façon de procéder. Et il est proposé donc une inscription de 210 000 €. On verra ça plus en détail dans le rapport ponctuel numéro 112. Le CCAS de Besançon accompagne les personnes sans domicile stable, ce qui représente une centaine d'allocataires du RSA, et le budget annoncé est de 110 000 €. Concernant les autres interventions en direction de public spécifique, il s'agit de 110 000 € pour Gare BTP, Arial et 2AD, 51 000 € pour Gare BTP au titre de l'accompagnement social et 98 000 € pour l'accompagnement des allocataires issus de la communauté des gens du voyage auprès des associations Gadget et ASNIT. Le quatrième point concerne l'aide alimentaire qui est devenue au fil des années un levier incontournable et pour laquelle on travaille à rapprocher les différents acteurs qui sont concernés pour renforcer la cohérence de leurs actions. L'année dernière, sur Montbéliard, a eu lieu une journée d'action sur l'aide alimentaire qui a regroupé justement toutes les structures, toutes les associations qui travaillent dans ce domaine-là avec tous les acteurs, tous les travailleurs sociaux de ce secteur-là pour arriver justement à mettre des ponts. Ils ont tendance un petit peu à travailler chacun de leur côté et nous on souhaite qu'il y ait vraiment une cohérence et une coordination qui se développe au sein de ces différentes structures. De même que le travail avec les EPCI va se renforcer. Donc 94 000 € sont sollicités pour cette action. Le cinquième point, ce sont les subventions qui sont versées aux associations à caractère social qui contribuent aux solidarités pour un budget de 136 000 €. Alors, la coordination des aides financières, c'est aussi un point que nous souhaitons voir évoluer et qui figure dans CAP 25. Nous pensons mettre au courant de l'année, travailler sur la refonte des dispositifs en matière d'aide financière pour offrir un dispositif qui soit plus simple, plus réactif, avec une approche décloisonnée des besoins et des dispositifs. On a souvent parlé de la gestion en tuyau d'orgue des différents dossiers, des différentes politiques mises en place. Et là, il nous semble important justement de regrouper pour avoir une vision globale des aides qui sont accordées aux ménages et aux personnes en difficulté. Pour rappel, en 2015, ce sont 7 963 aides différentes qui ont été attribuées sur 3 fonds distincts que sont l'ASE, les fonds isolés ou le VDAGE. Ça, c'était dans le cadre des CLC, les commissions locales de coordination, pour lesquelles on a commencé un travail l'année dernière, donc qui va être continué cette année. Donc vraiment dans cet objectif-là de clarifier les choses et d'uniformiser les choses aussi, parce que ce qui nous remonte de ces différentes CLC, c'est qu'il n'y a pas d'équité territoriale puisque les décisions se font finalement dans chaque CLC avec les personnes présentes. Donc, dans certains groupes, on va financer des heures d'équitation, par exemple, ce qui peut parfois choquer vu le contexte, où on finance des permis de conduire, où on finance différentes actions qui pourraient être prises éventuellement sur d'autres lignes. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on va reprendre cette année pour essayer d'uniformiser et avoir, comme dit, une équité territoriale et en quelque sorte un cahier des charges. Voilà, il vous est donc proposé l'inscription à hauteur de 160 000 € au titre des fonds isolés, donc sur ce champ coordination des aides financières, à savoir que les aides financières relevant de l'aide sociale à l'enfance seront présentées dans la politique publique de l'enfance, le VDAGE dans la politique insertion et le FSL dans la politique logement. Les actions collectives
sont un levier majeur donc, pour démultiplier le travail d'accompagnement et dynamiser les personnes par des actions de groupe. En 2016, ce sont 70 actions collectives qui ont été menées. Les crédits alloués sont à hauteur de 75 000 €. Je vous parlais, parce qu'action collective, c'est parfois un petit peu abstrait. On n'a pas toujours la déclinaison sur le terrain. Donc, je vous rappelle, et j'en ai parlé dans mon propos liminaire, l'exposition Kaléidoscope était le témoin, je dirais, de ce qui peut se faire dans des actions collectives. Je pense que c'est aussi une façon de sortir les personnes en difficulté de leur isolement, de redonner du lien social et par là même de les aider à se restructurer et à retrouver parfois pour certains, et on l'a vu pour certains enfants, une raison de vivre. Voilà, vous avez en page 7 le projet de délibération qui reprend toutes les thématiques abordées avec à chaque fois les budgets alloués pour un total, je vous le rappelle, d'1 263 000 €. Merci Annick pour la présentation de ce rapport important lui aussi. David Barbier. Madame la Présidente, nous vous demandons une suspension de séance de 10 minutes, c'est possible, s'il vous plaît? Ben. Merci. Donc 16h23.